Je m'appelle Linda et je prends une gorgée de café dans ma maison confortable. Je suis une femme de 40 ans qui a construit sa propre vie. Depuis que je me souviens, j'ai toujours su que je n'étais pas la préférée de la famille. Mon frère cadet, John, a toujours été la star aux yeux de mes parents. Ils le gâtent, lui donnent tout ce qu'il veut, tandis que je me sentais plus comme une invitée chez eux que comme leur fille. Je jette un coup d'œil à Maggie, ma meilleure amie, qui est assise en face de moi à la table de la cuisine. Je me souviens d'un Noël où John a reçu la dernière console de jeux vidéo, et moi, j'ai eu un pull, dis-je en riant amèrement. C'était comme s'il ne me voyait même pas. Maggie fronce les sourcils, sa voix douce. C'est tellement injuste, Linda. Ça a dû être difficile de se sentir invisible. Ça l'était, dis-je en fixant mes yeux sur la rue silencieuse à l'extérieur. C'est pourquoi je suis partie de la maison dès que j'ai eu 18 ans. Je savais que je devais construire quelque chose par moi-même. Et je l'ai fait. Je souris en me remémorant les années de travail acharné. Chaque paiement, chaque promotion, j'ai économisé et gravi les échelons. Cette maison, je fais un geste autour de moi, est modeste, mais elle est à moi. C'est la preuve que je peux me débrouiller seule. En attendant, la vie de John ne pourrait pas être plus différente. Malgré toute cette protection, il a abandonné l'université, passant d'une entreprise ratée à une autre. Maintenant, sans emploi et avec des enfants de différentes partenaires, il est retourné vivre chez nos parents, dépendant de leur aide constante. Maggie secoue la tête, un mélange de sympathie et de frustration sur son visage. Laisse-moi deviner, il trouve toujours des excuses pour lui. Exactement, soupire-je, sentant l'amertume familière grandir dans ma poitrine. C'est toujours à propos de combien John a besoin de plus d'aide, plus de chance. Il ne s'arrête jamais pour réfléchir que peut-être c'est cette aide sans fin qui l'empêche de grandir. Notre conversation est interrompue par la sonnerie de mon téléphone. Je regarde l'écran, c'est ma mère. Je me prépare avant de répondre, sachant déjà de quoi ce coup de fil parle. Et Linda, nous devons parler de John, commence ma mère, la voix tendue. Il a des problèmes avec la pension alimentaire. Il doit plus de 33 000 $, et s'il ne paie pas, il pourrait aller en prison. Et tu m'appelles parce que, demande-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Nous avons besoin de ton aide, Linda, implore-t-elle. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais nous n'avons plus d'option. Je ressens cette vieille douleur de ressentiment. Alors tu veux de l'argent? Ce n'est pas seulement de l'argent, rétorque ma mère, le désespoir montant dans sa voix. C'est la liberté de ton frère. Je respire profondément, sentant le poids des années passées à être la deuxième option. Maman, j'ai travaillé dur pour tout ce que j'ai. John n'a jamais eu à se battre parce que vous avez toujours réglé ses problèmes. Il y a une pause lourde, pleine d'accusations et de déceptions non dites. Tu vas vraiment laisser ton frère aller en prison, demande ma mère, sa voix mêlant culpabilité et espoir. Je suis désolée, maman, mais je ne peux pas. Je ne le ferai pas, ma décision est claire, et ma voix ferme. John doit faire face aux conséquences de ses actions. J'ai ma propre vie, mes propres responsabilités. L'appel se termine par un adieu tendu, me laissant avec un mélange d'émotions, colère, soulagement, et, surtout, un sentiment de paix d'avoir enfin maintenu ma position. Maggie tend la main et serre la mienne dans un geste silencieux de soutien. Tu as fait ce qu'il fallait, Linda, dit-elle. Il est temps qu'ils réalisent que tu n'es pas leur fond d'urgence. Je hoche la tête, reconnaissante pour sa compréhension. C'est juste que c'est difficile, tu sais. Je sais, répond-elle avec un sourire chaleureux et rassurant. Mais tu fais ce qui est le mieux pour toi, et c'est ça qui compte. Peu de temps après l'appel, j'entends un coup à la porte. Lorsque j'ouvre, je me retrouve face au visage tendu de mes parents. Je les laisse entrer, sachant que cela ne sera pas une visite décontractée. Et Linda, nous ne demanderions pas si ce n'était pas sérieux, commence mon père d'un ton grave. John pourrait aller en prison. Je croise les bras et m'appuie contre le mur. Et en quoi cela me concerne-t-il, papa? Pourquoi est-ce toujours moi qui dois réparer les choses? C'est ton frère, interrompt ma mère brusquement. La famille aide la famille. Je laisse échapper un rire amer. La famille aide la famille?
Ça vient de toi? Où était cette aide quand j'avais besoin de soutien? Les yeux de ma mère se plissent. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour toi. Sérieusement, je défie, ma voix s'élevant. Parce que tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir été mise de côté au moment où John est né. L'air est chargé de vieux ressentiments tandis que mon père essaie de faire la médiation. Ne remémorons pas le passé, parlons du présent. John a besoin d'aide. Et de quoi ai-je besoin? Je rétorque, ma frustration grandissant. J'ai économisé cet argent pour payer ma maison, pour mon avenir, quelque chose que j'ai construit toute seule. La voix de mon père s'adoucit. Nous savons que tu as travaillé dur, Linda, nous sommes fiers de toi, mais ton frère. L'arrête, je l'interromps, la colère montant. C'est toujours à propos de John. Et moi? Je ne mérite pas de me sentir en sécurité dans ma propre maison? Tu es égoïste, accuse ma mère, et le poids de ces mots me blesse plus que je ne l'aurais pensé. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce que vous avez fait, je rétorque. Vous voulez dire m'ignorer, à moins que ce ne soit pratique. Vous n'avez jamais considéré ce dont j'aurais pu avoir besoin. La conversation s'intensifie rapidement, les voix s'élevant, les émotions à fleur de peau. Vous voulez que je le sauve, que je lui remette l'argent pour lequel j'ai travaillé des années? Non. Je ne vais pas faire ça. Nous sommes toujours ta famille, Linda, dit mon père, avec la déception visible sur son visage. Comment peux-tu nous tourner le dos? Je les fixe, le cœur battant. Combien de fois m'avez-vous tourné le dos quand j'avais besoin de vous? Où étiez-vous? Les yeux de ma mère s'emplissent de larmes. Nous sommes venus ici en espérant que tu comprendrais la gravité de la situation. John est ton frère. Et je suis votre fille, réponds-je de manière cinglante. Mais cela n'a jamais semblé compter beaucoup, à moins que ce ne soit pratique pour vous, j'ajoute, la voix chargée du poids de vérité non dite. Un silence douloureux s'installe, rempli de la tension de tout ce qui est resté à dire pendant des années. Enfin, mon père rompt le silence d'une voix basse et mesurée. Alors tu ne vas pas aider? Je ne peux pas. Je ne vais pas, réponds-je, ferme. J'ai ma propre vie à gérer. Il est temps que John apprenne à faire face à ses propres problèmes. Les yeux de ma mère brillent d'un mélange d'incrédulité et de colère. Tu vas le regretter, Linda. Tu choisis l'argent plutôt que ta propre famille. Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de respect, quelque chose que je n'ai jamais reçu de vous. C'est ici que je trace la limite. Après que mes parents soient partis, la maison devient étrangement silencieuse, comme le calme après la tempête. Mais je sais que ce silence ne durera pas. La vraie tempête, les commentaires, les opinions de la famille, est encore en train de se former. Il ne fallut pas longtemps pour que les nouvelles de notre confrontation se répandent dans la famille. Des appels et des messages commencèrent à arriver, chacun me rappelant la division que ma décision avait causée. Certains parents furent rapides à critiquer, faisant écho à la déception de mes parents. Comment peux-tu refuser d'aider ton propre frère, m'a reproché une tante au téléphone, ses mots tranchants et chargés de jugement, essayant de me faire reconsidérer ma décision. Mais, au milieu de la désapprobation, il y avait aussi des voix de soutien. Maggie, toujours ferme, a rassemblé notre cercle d'amis. Tu as fait ce qui était juste pour toi, Linda. Ne laisse personne te faire douter de ça, m'a-t-elle rassurée lors d'une de nos conversations tard dans la nuit. Puis, il y avait mon cousin Lucas, un parent éloigné qui semblait toujours mieux comprendre la dynamique familiale que la plupart des gens. Un soir, j'ai reçu un message de sa part, j'ai entendu ce qui s'est passé, il était temps que quelqu'un les confronte. Son soutien était inattendu, mais le bienvenu, un rappel que je n'étais pas seule à reconnaître les schémas toxiques qui avaient hanté notre famille pendant des années. Alors que les jours se transformaient en semaines, le bombardement initial d'appels et de messages commença à diminuer, mais la tension au sein de la famille persistait. Je suis allée à une réunion de famille, consciente du type d'accueil que je pourrais y recevoir. Entrer dans la pièce était comme mettre les pieds sur un champ de bataille, des yeux suivaient chacun de mes mouvements, et les chuchotements à peine déguisés résonnaient tout au long de l'événement. Lucas est resté à mes côtés, sa présence étant un pilier silencieux de force. Tu gères ça mieux que la plupart des gens ne le feraient, a-t-il commenté alors que nous étions sur le côté, éloignés de la foule. Je dois le faire,
répondis-je, pour ma propre paix. Dans les semaines qui ont suivi la réunion de famille, je me suis concentrée sur la construction d'une vie plus saine et équilibrée. Je savais que maintenir les limites que j'avais établies avec ma famille serait crucial, non seulement pour ma paix intérieure, mais aussi pour ma propre croissance. J'ai commencé à faire de la thérapie, une décision motivée par des sentiments persistants de culpabilité et d'abandon après ma confrontation avec mes parents. Assise dans le cabinet de la thérapeute, je me suis ouverte sur mon enfance, le favoritisme, le mépris, et comment cela avait façonné mes relations. On dirait que tu as toujours été la responsable, celle qui a dû s'occuper d'elle-même, a observé ma thérapeute d'une voix douce mais investigatrice. C'est exactement ça, ai-je répondu, la réalisation émergeant en moi. Et quand j'ai enfin dit non, j'avais l'impression de briser une règle non dite de la famille. Souvent, nous intériorisons ces rôles, a-t-elle expliqué. Mais rompre avec eux peut mener à une croissance personnelle significative. Ces mots étaient réconfortants, m'aidant à comprendre que ma valeur n'était pas liée à combien je me sacrifiais pour les autres, surtout lorsque ces sacrifices n'étaient jamais récompensés. Pendant ce temps, la situation de John empirait. Sans mon aide financière, mes parents, désespérés de le protéger des conséquences de sa vie de caprice, s'empressaient de chercher des alternatives. Ils ont essayé d'organiser des collectes, ont contacté des parents éloignés et ont même envisagé de prendre des prêts. J'ai appris leurs difficultés par Lucas, qui restait en contact régulièrement. Ils font vraiment tout pour empêcher John de faire face aux véritables conséquences, a-t-il dit lors de l'un de nos appels. Un après-midi, j'ai retrouvé Maggie pour déjeuner dans un café chaleureux, un petit refuge loin de l'agitation de la ville. Nous avons discuté de tout, du travail à la croissance personnelle, mais inévitablement, la conversation est revenue sur ma famille. « Tu as l'air différente, Linda », a remarqué Maggie, ses yeux pensifs. « Plus en paix, peut-être. » J'ai souri, sentant la vérité dans ses mots. Je le suis. Ça a été difficile, mais établir ses limites a été l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. Je me priorise enfin. C'est merveilleux d'entendre ça, a déclaré Maggie, son sourire large et sincère. Tu mérites cette paix, Linda, tu l'as conquise. Des mois se sont écoulés depuis que j'ai établi fermement des limites avec ma famille, et la vie est progressivement entrée dans un nouveau rythme, plus sain. J'ai fait un pas significatif pour garantir mon avenir en documentant légalement ma décision de ne pas être financièrement responsable de mes parents ou de John. Ce n'était pas seulement pour protéger mes biens, mais aussi une déclaration d'indépendance et un engagement à prioriser mon propre bien-être. Malgré ces précautions, les nouvelles des luttes continues de John et des problèmes financiers et de santé de mes parents continuaient à me parvenir, principalement par l'intermédiaire de Lucas, qui restait ma connexion avec la dynamique familiale, sans me tirer de nouveau vers d'anciens schémas nuisibles. Un soir, j'ai organisé une petite réunion chez moi. L'ambiance était remplie de chaleur et de rire, un contraste frappant avec les réunions familiales que j'avais l'habitude de redouter. Entouré des amis et alliés qui m'avaient soutenu dans les moments les plus difficiles, j'ai ressenti une immense gratitude. Maggie, toujours la amie solidaire, a levé son verre lors d'un toast, à Linda, pour nous montrer la force qu'il faut pour choisir soi-même, même quand c'est difficile. La salle a résonné d'applaudissements, et j'ai ressenti une vague de fierté. Ces personnes, ma famille choisie, comprenaient mon parcours, respectaient mes décisions et célébraient mes victoires comme si elles étaient les leurs. Elles ont été à mes côtés pendant les revers et les défis, offrant réconfort et solidarité. Lorsque la nuit a pris fin, je me suis retrouvée à mon endroit préféré, près de la fenêtre, observant les lumières de la ville. La nuit tranquille offrait le cadre parfait pour la réflexion. J'ai pensé aux limites que j'avais établies et à la sensation de paix qu'elles avaient apportée à ma vie. C'est vrai ce qu'on dit, parfois, les limites les plus difficiles à établir sont celles qui, au final, nous libèrent. Cette réalisation n'était pas une fin, mais un début, un nouveau chapitre dans lequel je pouvais vivre de manière authentique et sans excuse, en priorisant mon bien-être et ma bonheur. Ma relation avec ma famille peut rester tendue, mais j'ai trouvé un moyen de prospérer en dehors des restrictions de ces anciennes dynamiques. Lorsque je me suis éloignée de la fenêtre, j'ai ressenti une victoire silencieuse grandir dans mon cœur. Ce n'était pas seulement ma nouvelle normalité, c'était une victoire durement acquise, un témoignage de la résilience et de la détermination qui m'avait guidée dans les moments les plus sombres.
Cette histoire arrive à sa fin, une histoire de dépassement et d'établissement de limites qui peut être appliquée par quiconque. Maintenant, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Croyez-vous que les obligations familiales doivent toujours être des priorités ou est-il nécessaire de mettre notre bien-être personnel en premier? C'est un sujet profondément personnel et souvent controversé, alors n'hésitez pas à partager vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous.